Oui, donc merci au réseau Médit et notamment Mélanie à l'Omédit de Bretagne de m'avoir proposé de discuter sur notre projet, enfin sur notre mise en place d'une optimisation du circuit des DMI à la clinique du Terre. Euh, donc je suis accompagné par Nicolas Guillaume qui est notre responsable de bloc et responsable de production en stérilisation aussi. Donc on a beaucoup travaillé ensemble sur ce projet. Pardon. Je te laisse présenter avec lui. Oui. Alors moi, il ne l'a pas présenté, mais je suis donc e-bod de formation. Et donc j'ai longtemps été en salle avant de passer sur des missions de manager ou de logisticien au sein de cet établissement. Donc la clinique du Terre, une clinique privée qui a eu plusieurs rachats, et donc anciennement Elsan le plus récent, puis un changement d'actionnariat, un rachat en 2019 avec la création d'un GCS qui est un groupement de coopération sanitaire de droit privé. Donc, c'est un GCS qui est peu commun, puisque habituellement c'est de droit public, et nous c'est de droit privé. Donc l'actionnariat, c'est 90% l'actionnaire est le GHBS, donc le groupement hospitalier de Bretagne Sud Lorient, et ensuite 10%, donc c'est une association de praticiens libéraux. Et c'est ça qui permet d'être privé, en fait, Oui, tout dans à le fait. statut. Donc c'est un établissement de taille modeste, donc 122 lits et places, et on fait 80% d'ambulatoire. Sur notre établissement, on a quand même deux plateaux techniques. Le bloc troisième étage, l'ancien bloc qui a été donc converti en bloc de soins externes d'hospitalisation, en fait, de petites chires de local, donc les IVT, de l'angiologie, de l'ORL, de la dermato et d'exploration fonctionnelle, tout à fait. Et le plateau technique principal au premier étage avec 11 salles d'intervention, dont une salle d'endoscopie où on fait essentiellement de l'orthopédie, de l'ophtalmo, du thoracique, du vasculaire, du digestif, de l'ORL, de l'extraction dentaire. Cela représente approximativement 10 500 interventions en 2023, avec presque 11 000 DMI tracés, dont 4 600 implants, enfin lentilles intraoculaires. Voilà pour la présentation. Alors, en termes de projet, en fait, là, je vous ai fait une matrice SWOT très sommaire pour, pour cadrer un peu, enfin, pour contextualiser. En fait, donc on a eu un levier fort interne qui était le passage au forfait GHS public, en fait, qui nous a permis d'avoir une capacité d'investissement rapide, alors que ça faisait des années et des années qu'il n'y avait plus rien d'investi parce qu'on était un peu moribond. Donc ça a été vraiment un levier fort qui nous a permis de faire des choses qu'on ne pouvait plus faire avant. Et on avait notamment un DPI qui était complètement obsolète, il n'était pas maintenu, il y avait l'arrivée proche de l'INS à intégrer à tout ça, et en fait notre version n'était pas en mesure de l'intégrer. Donc on était forcément voilà, contraint de changer notre DPI de toute façon, soit passer sur le même mais une version bien plus récente, euh, soit complètement changer. Et puis, on avait une insatisfaction des utilisateurs sur ce DPI, donc vraiment, on avait une volonté de la direction de changer et les moyens de le faire, donc c'était plutôt sympa. Euh, Évidemment, au niveau DMI, on a le règlement DM qui a été publié, l'arrêté DMI également, et puis quelques outils du réseau Médit, notamment la cartographie interopérabilité sur le système information, qui m'a notamment permis de faire un avant-après et de convaincre en fait un peu plus la direction sur certains points. Au niveau des freins, c'est surtout on a choisi de tout faire en même temps, puisqu'on a changé le DPI, on n'a pas changé GAP, GEF, tout ça. Je montrerai, on a fait un seul logiciel, mais on a quand même beaucoup travaillé dessus. C'est essentiellement le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs sur la base de données. Et, donc on n'a pas changé le logiciel, mais on a quasiment refait toute la base. Euh, on a changé le DPI et puis on a intégré iTrace pour faire le lien entre les deux. Et donc enfin, il a fallu travailler sur tous les fronts en même temps. Mais avec une priorité qui était quand même la modernisation du DPI. Donc des fois, ça a été compliqué de faire certains. Enfin,
de convaincre, en tout cas sur certains choix qui alimentaient notre nécessité et nos contraintes, nous, en pharmacie. Et puis un dernier frein que je voudrais évoquer, c'est par rapport à Itrace enfin, qui a son propre serveur de données. Et ça, c'était un problème parce que nous, on dépend de la direction des soins du service informatique du GHBS, donc de l'hôpital, qui avait qui a une politique plutôt de référencer ses propres données, d'héberger toutes ces données, je veux dire, de santé. Et donc, ça posait un problème, enfin, une contradiction dans leur politique de sécurité. Donc, bon, le fait qu'on était clinique un peu à part, malgré tout, ils ont accepté de ce projet-là et donc ça nous a permis d'avancer. En termes de démarche projet, donc on a fait des choses assez classiquement. On a d'abord fait une carte applicative. On a recensé nos logiciels, les absences et les doublons de tâches. En fait, on avait énormément de retranscription ou de recréation même du patient à certaines étapes. Donc, depuis la consultation des médecins qui sont libéraux, donc pas intégrés dans nos logiciels et choses comme ça. Donc, c'était très compliqué avec chacun, même dans une même spécialité, ils avaient plusieurs logiciels, enfin des logiciels différents, donc, et pas de volonté d'intégrer. Donc, c'était compliqué. On recevait les papiers, et il fallait après ressaisir dans notre système. Donc il y avait beaucoup d'étapes comme ça, donc on les a toutes décrites, on les a repérées et essayé de trouver des solutions pour les supprimer et avoir une information qui serait saisie une seule fois, et notamment sur le patient, et qui continue sur tout le séjour ensuite. Rapidement pour nous, euh, on avait plusieurs logiciels, mais ça restait encore assez simple et on a simplifié encore. On a Sigems pour le stock en pharmacie, pour la GAP, la gestion des patients, pour la GEF au niveau financier. C'est le même logiciel de chez Berger-Levrault. Au niveau du DPI, on avait IMED à l'époque et on est passé sur Expertise Santé, qui est aussi Berger-Levrault, parce qu'entre-temps, ils se sont rachetés entre eux. Et puis, donc, on avait Optime Prothèse pour gérer les prothèses, mais qui était interfacé avec aucun des logiciels qu'on avait ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi des retranscriptions, enfin des recréations de patients assez, assez ubuesques, on va dire. Et pour finir, même au niveau de Sigems, ce stock, en fait, on avait plusieurs bases qui communiquaient pas entre elles. Donc, on avait une base pour la pharmacie, médicaments DM, classiquement, ou DMI en achat, mais les DMI en dépôt ou en prêt étaient gérés dans une autre base, et donc ça communiquait pas ensemble. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, c'était de décrire tous nos circuits. Je vais vous faire un petit topo après. Depuis les consultations, enfin, pardon, on a fait des consultations aussi de différents éditeurs. On les a mis en concurrence, en gros, et puis on a regardé en termes de tarifs, mais aussi en termes essentiellement de fonctionnalités. Et puis on a visité certains sites pour pouvoir bien choisir en priorité, comme je vous disais, le DPI. Ensuite, donc enfin j'ai fait avec notamment Mélanie, que je remercie encore là-dessus sur son aide, une cartographie de l'interopérabilité, et donc ça m'a permis vraiment, comme je vous disais, de montrer l'avant et l'après si on choisit Trace, et ça a permis notamment d'arbitrer en fait sur des modules qui peuvent exister, par exemple la planification du programme opératoire, ça existe aussi dans le DPI. Enfin, c'est pas assez précis, mais c'est plus au niveau des temps opératoires ou des choses comme ça. Enfin, je maîtrise un peu moins cette partie-là, mais il y a eu certains modules comme ça qui étaient en double, enfin, qui pouvaient se faire à la fois dans les deux logiciels. Et donc, ça a permis d'arbitrer, notamment sur le choix de l'ergonomie et de la mobilité avec iTrace, et donc de supprimer complètement le papier et les ordinateurs en salle. Donc ça, c'était plutôt un choix de modernisation très efficace. Euh, Ensuite, donc avec Itras, notamment analysé tous nos process pour essayer d'améliorer, justement, affiner tout ça. Il y a un gros travail, c'est le sujet du jour, de nettoyage sur la base de données, de paramétrage de chaque logiciel, et puis former les utilisateurs aussi. Euh, bon, je ne veux pas me plaindre, mais pour rappel, hein, je suis tout seul comme pharmacien, j'ai un préparateur, et donc pour faire tout ça, c'était quand même assez compliqué. Mais on est arrivé, donc fin 2022, on a pu mettre en place et en production les deux logiciels. Voilà, rapidement, donc c'est assez simplifié, mais ça montre quand même les différentes étapes. Et puis
bon, il y a plein de fonctionnalités que j'aborde pas parce que c'est pas forcément le sujet du jour. Mais voilà le circuit qu'on avait avant pour les DMI en achat. Donc ça part du haut, hein, avec la création de l'article dans SIGEM, c'est donc je vous dis la base PUI, pas la base prothèse. Ensuite, il fallait créer la même référence dans notre logiciel qui nous servait de vigilance, en fait, de traçabilité. Et donc, c'était Optime Prothèse. Il fallait créer le stock aussi dedans, alors que les commandes étaient gérées avec donc notre logiciel de stock, donc SIGEM PUI. Mais Optime Prothèse nous permettait donc à l'époque de créer des codes barres avec des étiquettes. Et donc on réétiquetait chaque DMI pour pouvoir l'identifier après et avoir une informatisation de ce circuit-là. Donc ça, je vous parle de ça, c'est un circuit qui a pratiquement 20 ans. On était pour le coup très en avance à la clinique. Alors j'étais pas là, mais c'était déjà une belle avancée parce que bah, comme on est une clinique chirurgicale essentiellement, c'était quand même un point important, je pense, en termes de pharmacie. Et donc mes prédécesseurs avaient mis l'accent sur ça. Donc c'était déjà très bien pour l'époque, mais devenu un peu obsolète, quoi. Donc on étiquetait tous les DMI, on faisait la délivrance au bloc opératoire, c'était posé au bloc, il y avait une traçabilité papier. La feuille était transmise à la PUI, donc avec tous les risques que ça peut comporter de perte ou d'incomplétude. Là, c'était le point très rouge pour moi quand j'ai pris mes fonctions, c'était de voir qu'on crée le patient de nouveau dans un logiciel qui n'était pas du tout interfacé avec les autres, complètement indépendant, quoi. Et cette création-là, ça nous permettait de faire, de scanner les codes barres qu'on avait créés initialement et coller sur les boîtes, puis les feuilles de traçabilité au bloc pour le lier, enfin lier la pose au patient, quoi. Mais ça suffisait pas, puisqu'il fallait quand même retranscrire ces informations-là dans SIGEMS PUI pour pouvoir derrière enchaîner sur la facturation du dossier CPAM et puis recommander au niveau en fait, comme là on en DMI en achat, c'était de la gestion stock classique avec des seuils de commande, quoi. Donc voilà la boucle pour les DMI en achat. Euh, Voici celle pour les DMI en dépôt. Donc, on repart toujours d'en haut. Donc, au référencement, ah, c'est peut-être toi qui l'as fait, ça. Je Non, te non, vois que c'est les pas ça. prêts. Pardon. Donc, au départ, on crée, il y a un référencement, donc un choix de mise en dépôt. Ah oui, merci. Un choix de mise en dépôt. Donc, on crée la référence sur Optime Prothèse cette fois initialement, pour pouvoir étiqueter chaque boîte, délivrer au bloc, qu'il y ait la pose, tracée sur papier de la même façon. On retrouve les mêmes écueils avec le transfert de la feuille et la création de nouveau du patient Optime pour pouvoir faire la traçabilité sur Optime. Et là, Optime nous servait aussi de commande de renouvellement de ce stock en dépôt. Donc après réception, et on recommence à créer le stock. Donc on pouvait reboucler cette boucle-là. Et en parallèle, il fallait quand même continuer, enfin sortir d'Optime Prothèse et donc recréer, ressaisir toutes ces informations-là dans SIGEMS Prothèse pour le coup, la base de données de SIGEMS mais prothèse, dédiée aux prothèses. Et donc on crée le stock, enfin la référence et le stock dans SIGEMS Prothèse pour pouvoir après faire la retranscription de la traçabilité et puis la facturation du dossier, mais aussi finalement, parce que même si on a créé la commande ici avec Optime Prothèse, c'est pas notre logiciel de gestion financière, donc il fallait créer cette commande-là aussi dans SIGEMS Prothèse pour pouvoir faire la liquidation de la facture ensuite, après réception. Donc vous voyez, il y a quand même un système un peu compliqué avec des retranscriptions, beaucoup de risques d'erreur, et notamment sur l'identito-vigilance. Sur les DM en prêt, Nicolas va vous le présenter, mais c'est un peu le même principe. Tout à fait. Pour les DM les DMI en prêt, donc on a une réception physique. Et là, toute cette partie-là, il n'y avait pas du tout de traçabilité. C'était uniquement la réception se faisait par le bloc, puis transfert en stérilisation pour les ancillaires. Et il n'y avait aucune étiquetage au préalable. Donc en fait, la traçabilité papier se faisait via l'étiquette du fournisseur
et on retombait sur le même circuit, transfert de la feuille sur la PUI, création de patient d'Optime. Mais cette fois-ci, on n'utilisait pas le code barre Optime. Là, on utilisait la création de patients Optime uniquement pour la traçabilité de l'information, Ouais. mais la création, enfin la facturation se faisait quand même de nouveau dans Sygems. Et ensuite, bah, ça, après, on retombait sur le même circuit pour la pharmacie, à savoir la création d'Antigems pour la facturation et La liquidation. liquidation. Ouais. Et donc, c'est de la même façon que pour les dépôts, on crée la commande de renouvellement. Là, on crée avec Optime la, la demande enfin, de facturation, plus ou moins renouvellement, si c'était un prêt qui devait rester, quoi. Donc ça, c'est notre schéma actuel. Donc avec une création, en fait, j'ai fait le choix de tout regrouper, donc avoir une seule base de données sur Sygems, qu'il a fallu recréer, mais on en parle après. Donc là, on crée la référence dans Sygems, ça nous permet, enfin, il y a, une réception, enfin, il y a un stock qui est créé aussi, si par exemple c'est un dépôt, mais si c'est de l'achat, donc la commande a permis de faire une réception et donc une mise en stock. Et donc après, on peut délivrer au service. La pause, la traçabilité, pour le coup, elle est informatisée au bloc puisqu'on a e-trace. Donc au plus près du patient, c'est l'e-bode qui va scanner le code barre directement du fournisseur. Donc avec un système d'appairage aussi ou de mapping qui permet de faire le lien entre le catalogue e-trace et notre catalogue et donc de parler en fait la même langue entre les deux logiciels. Et au départ, enfin, on travaille que sur une seule information, celle qu'on a saisie en fait dans Sygems. e-trace est là juste pour capter l'information du fournisseur et faire le lien après avec c'est l'information qui est dans notre catalogue Sygems, mais après, c'est l'information qui est dans Sygems qui va être utilisée, quoi. Ici, cette flèche-là, c'est pour dire que pour les prêts, par exemple, actuellement, pardon, comme dans beaucoup de centres, mais on est en projet pour faire mieux, mais on ne crée pas toutes les références à réception parce qu'il y en a trop. Donc, la référence peut ne pas être connue à cette étape-là, mais il trace cette faculté de ne pas interrompre en fait la traçabilité, c'est-à-dire qu'il capte quand même l'information du laboratoire, mais elle n'est pas appairée à notre catalogue. Donc elle est reconnue comme non appairée, non mappée, et donc on reçoit un mail d'alerte. Et de toute façon, quand on valide après l'intervention, on voit bien il y a une information qui manque. Et donc cette étape-là, en fait, permet de réagir très vite et de créer uniquement les références qui sont posées et tracées et donc de pouvoir continuer la boucle assez facilement. Donc pour un prêt, en fait, on va chanter là et hop, on va repartir sur la création, la mise en stock pour pouvoir après finalement continuer, valider l'intervention et faire une passerelle avec Sigem, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on aura scannées avec iTrace sont envoyées dans Sigems pour pouvoir faire la traçabilité au patient. Et comme c'est notre logiciel de gestion administrative du patient, on a déjà créé le patient en amont, enfin, et il n'y a eu qu'une seule création au départ. Je vous passe tout le lien avec le DPI parce que ce n'est pas l'objet du jour, mais tout est bien interfacé en amont pour que justement on gomme tous nos écueils initiaux, c'est-à-dire de retranscription ou de recréation, toutes ces étapes en doublon, et notamment sur le patient. Donc, tout ça est créé une seule fois et dans le même logiciel, donc ça permet d'avoir toujours la même information, il n'y a pas de retranscription, pas de changement. Et donc, avec cette passerelle-là, on vient en fait envoyer toutes les informations qui sont déjà liées au patient. En fait, le e-trace permet à déjà récupérer les données patients via le DPI, une interface avec le DPI. Donc, en fait, au niveau du bloc, on a vraiment une traçabilité qui est complète. On pourrait s'arrêter là si on parlait que traçabilité. Et c'est d'ailleurs mon choix, c'est-à-dire de prendre e-trace enfin, et ScanDM après leur portail et toutes leurs informations. En fait, toutes les informations qu'on a créées avec ça, c'est finalement maintenant ma base d'identité, enfin pas de matériaux-vigilance, pardon. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une recherche à faire, un peu comme le cas d'un autre établissement qui aurait besoin de savoir ce qui a été posé pour un patient ou une matériaux-vigilance, évidemment, ben, je vais aller piocher, enfin regarder sur la base de données qu'on aura créée avec iTrace. Et, euh, et j'aurai déjà toutes mes informations, y compris en IUD d'ailleurs au passage.
Donc là, pour cette partie-là, on est complète. Par contre, on est complet. Par contre, on n'a pas, enfin, il faut continuer la boucle et notamment au niveau financier. Cette étape de passerelle permet de venir déstocker dans Sigems, permet de compléter le dossier lié au patient et donc faire la facturation CPM. Et puis permet purement au niveau du stock, donc de créer la demande de facturation plus ou moins renouvellement selon le statut. Donc si c'est du dépôt, on va faire les deux. Si c'est du prêt, on va faire que le renouvellement, que la facturation, pardon. Et puis pour de l'achat, en fait, on va gérer avec les seuils de commande comme on fait pour les médicaments et les DM. Et donc après, ça va créer, enfin, on pourra faire une réception qu'on fait aussi avec Itras d'ailleurs, ce qui permet de faire beaucoup enfin, de sécuriser aussi toute cette étape-là de réception alors moi je l'ai étendu aux médicaments, aux DM et aux DMI en achat et en dépôt. Pour les dépôts, pour les DMI en prêt, on en parle aussi un peu après, mais j'anticipe, c'est une étape qu'on n'a pas encore déployée, mais qui peut se faire en fait virtuellement sans venir impacter notre stock sur Sigems. Et en fait, c'est avec Itras, on va scanner tout le prêt qu'on reçoit, mais ça ne vient pas se créer ni se stocker dans Sigems. C'est un peu virtuel, on va dire. Et après, après l'intervention, on peut faire la même chose et ça permet de faire un écart entre les deux. Enfin, ça, c'est un projet, je crois, côté ITRAS, mais il y a une possibilité. Enfin, en gros, à chaque étape, à chaque moment, on peut dire ce qu'il y a dans l'établissement. Donc ça, c'est super intéressant. Alors pour nous, on ne l'a pas encore déployé parce qu'on a un petit problème de ressources humaines, mais c'est vraiment en projet imminent, quoi. Alors, tout ce travail, pour répondre à la question du jour sur le référencement au commencement de l'optimisation du circuit des DMI, repose sur la base de données. Sans bonne base de données, en fait, on ne peut pas travailler correctement derrière. Donc c'est un travail assez obscur, long, il faut vraiment s'y atteler, mais c'est capital pour la suite. Donc il faut tout nettoyer, supprimer les doublons, les références inactives. Avec Sigems, on peut comment dire, déclarer quelle référence est en livret ou non, que ce soit du médicament ou du DMI, donc ça c'est parfait. Et puis, donc, je vous disais, regrouper les bases de données, puisque nous, on avait deux bases de données indépendantes. C'était pas très intéressant, c'était pas très subtil, mais c'était historique, puisque initialement, la mise en place de la traçabilité des DMI avait été faite par un collègue en stérilisation, et du coup, c'était resté sur la base de stérilisation. Euh, pour uniformiser en fait la base de données, donc j'ai créé une charte une charte graphique, on va dire, pour la création des fiches articles. Et donc ça permet d'avoir toujours le même schéma, un peu comme nous a montré le docteur Petit tout à l'heure, avec les champs qui sont dédiés à telle ou telle information. Et donc ça permet derrière d'être complet et puis d'avoir un maintien qui est un peu plus correct, sachant qu'avant que j'arrive, il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui pouvaient créer les articles dans la même base. Donc forcément, à chaque personne, ça pouvait créer des disparités. Donc la seule exigence pour ITRAS, mais qui est vraiment pas neutre, c'est d'avoir une référence fournisseur unique. Et donc elle est obligatoire, sinon il ne peut pas y avoir de mapping ou d'appairage. Et donc les deux logiciels après ne pourraient pas communiquer ensemble. Alors pour faire ça, en fait, ITRAS nous a aidé méthodologiquement, puisque la première étape, c'est de faire un inventaire avec leur scannet. Alors c'est juste un inventaire de référencement. On ne cherche pas à savoir quel lot ou quel stock on a, juste les références qu'on a en stock. Et ça permet plusieurs choses. La première, c'est savoir si le code barre qui est sur nos boîtes est bien lisible par le système, de vérifier que la référence existe dans le catalogue d'ITRAS, et auquel cas on pourrait mettre à jour à ce moment-là, enfin dès ce moment-là, alors qu'on n'est pas en production, hein, on est d'accord, c'est vraiment en étape projet, ça, hein. Ensuite, on a un premier mapping automatisé. Donc, en gros, Litras nous dit assez vite, ben voilà, vous avez 50%, 60, 80%, enfin, voilà, votre catalogue est déjà bien créé, donc ça permet de se mapper automatiquement.
Et donc, c'est toujours ça de gagner. Et puis de mettre en évidence pour ce qui reste, qui n'a pas pu être mappé, c'est les erreurs de référence. Soit elles sont oubliées, soit elles sont erronées, soit on a enlevé les ponctuations, alors que finalement Itrace est capable de les lire de son côté aussi. Tout dépend en fait comment c'est codé dans le code barre. Donc autant prendre l'information et puis la retranscrire sur notre logiciel de stock telle qu'elle est lue après avec le système de captation de l'information. Et puis, bah, ça permet aussi finalement de nettoyer en fonction du stock. C'est-à-dire si on a la référence sur l'étagère, c'est qu'il faut qu'elle soit notre catalogue interne. Et au contraire, si elle n'y est pas, c'est que peut-être, alors qu'elle est dans le catalogue, si c'est pas sur l'étagère, c'est que peut-être on n'utilise pas cette référence-là. Donc ça permet de nettoyer pas mal de choses. Bon, ça prend du temps, mais c'est efficace. Voilà à quoi ça ressemble après sur Seagems. Donc moi j'ai fait le choix de créer des familles d'articles. Alors il faut savoir que sur Seagems, en fait, une famille d'articles tels que DMI en dépôt refac, en fait, refacturable, enfin, permet de faire un paramétrage assez précis qui après conditionne le comportement en fait de Seagems par rapport à un article qui est déstocké. Donc typiquement, un dépôt refacturable, il va aussitôt demander enfin, créer une commande de renouvellement. Et si si on a précisé que c'est en prêt, en fait, renouvellement, enfin, avec facturation seule, il va juste faire de la facturation seule. Et donc, ça convient bien pour le prêt. Euh, et à l'inverse, pour de l'achat, en fait, il va se comporter comme pour n'importe quel article qu'on gère en pharmacie et ce sera en fonction des seuils de commande qu'on aura définis. Donc voilà. Après, j'ai séparé l'ophtalmo parce qu'on en fait beaucoup et donc c'est quand même une grosse partie, notamment au niveau référencement. Il y a énormément de références à créer, donc c'est un peu compliqué. Il fallait pouvoir les séparer pour les gérer au mieux avec un comportement et un paramétrage, comme je vous dis, un peu plus fin. Voilà, puis les médicaments. Alors, voilà ce que ça peut donner. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que nous a montré le docteur Petit aussi, hein. Moi, j'ai fait le choix d'avoir en premier, en fait, alors on ne le voit pas, si voilà, ici. En fait, on a quatre sur Sigems, on a la chance d'avoir quatre champs libellés différents. Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Et donc, j'ai choisi sur le premier, comme le docteur Petit, voilà, une sorte de description, un libellé un peu vernaculaire, quoi, qui est vraiment fait par moi et pour avoir une cohérence sur l'ensemble. Tout ce qui est spécifique, donc notamment les tailles sur le deuxième. Sur le troisième libellé, en fait, quand il y a un code LPP, j'ai choisi de le répéter, sachant qu'on a aussi une case ici pour permettre derrière en fait les mises à jour, notamment de tarifs de remboursement et choses comme ça. Donc cette case-là, elle est indispensable aussi, mais quand on fait des recherches, on n'a pas forcément cette information. Donc j'ai choisi de la remettre ici et en fait ça permet de regrouper, notamment quand il y a plusieurs vis avec un même code LPP, ben, pouf, en termes de consommation, on sait qu'on a pris, je sais pas moi, 200 vis corticales de telle gamme. Euh, et on s'en fiche à ce moment-là, puisqu'on cherche une consommation des différentes tailles. Donc ça permet d'éviter d'avoir à faire la somme de chaque taille. Et puis la référence ici, sachant que la référence, on est obligé de l'avoir aussi dans le champ référence que je vous montrerai après. Et le dernier libellé, euh, il est dédié pour les DMI en fait à quelques précisions. Si c'est un médecin en particulier, par exemple, si c'est un prêt, je vais le noter. Si c'est un essai seulement, je vais le noter. Et notamment pour les prêts ou les essais, ici, je vais mettre en occasionnel. Donc, voilà, c'est des champs qui sont un peu enfin, ils sont pas obligatoires pour fonctionner, mais pour la cohérence et pour comprendre notre référencement, dès qu'on a, enfin, sur les dépôts pour les suivre, c'est pas toujours simple. Donc en faisant ça, on est sûr de ce qu'on fait. Et puis évidemment, la famille, comme je vous disais tout à l'heure, et le code comptable donc, pour que ça fonctionne au niveau des collègues de la compta. Et donc dans Sigems, pour les dépôts, on gère aussi le stock et on gère aussi ce qui est dotation. Donc on le voit ici. On peut renseigner la dotation et donc on répond parfaitement à l'arrêté sur ces différents points, notamment le livret. Donc ça, c'est ce que je vous disais pour le paramétrage de refacturation, dépôt avec renouvellement ou facturation seule pour les prêts.
Et puis, donc ça, c'est le champ indispensable, la référence, parce que c'est cette case-là que ITRAS vient interroger pour ça, pour être reconnu et après faire le mapping. Et ici, on voit qu'on a la case qui est prévue pour l'IUDID, sachant que cette case-là, c'est depuis une mise à jour. C'est-à-dire que quand on a lancé ce projet-là, elle n'existait pas encore sur SIGEMS, donc on ne pouvait pas travailler avec ça. Depuis, donc elle existe, donc il va falloir la remplir. Donc on est alors, au niveau captation de l'information, comme je disais, il trace à cette information-là. Mais pour l'instant, quand on fait la passerelle vers SIGEMS, il trace, envoie les informations, mais il ne vient pas écrire. Donc il ne vient pas remplir ce champ-là. Donc on attend une réponse en fait de l'éditeur de SIGEMS pour pouvoir faire cette étape-là, alors pas à chaque fois sans doute, mais au moins de temps en temps pouvoir revenir prendre toutes les infos qu'on a captées à un moment donné sur une période et puis venir inscrire au bon endroit l'IUDID. Comme ça, on va compléter petit à petit notre base de données. Alors, c'est un bien gros mot, mais on a fait une sorte de gestion de risque sur la base de données, c'est-à-dire qu'on a réfléchi aux différents paramétrages possibles et donc leurs conséquences pour pouvoir choisir tel ou tel paramétrage. Alors sur le référencement, donc, alors moi je n'ai pas voulu m'adosser à une base comme CIODM par exemple, parce que j'avais pas de champ de libellé importé, alors que je voulais vraiment garder mon libellé propre. Donc j'ai vu que Docteur Petit avait pu faire enfin le faire quand même, donc c'était bien. Mais moi je trouvais que c'était intéressant si on faisait ça d'avoir le libellé importé, et moi je l'avais pas. Après, vu le nombre de créations qu'on avait à faire, ça restait quand même raisonnable. En fait, au départ, j'ai tout fait sur Excel. On a créé sur Excel et après, on a importé directement dans SIGEMS. Donc, finalement, je suis parti de quelque chose qui existait déjà. Je l'ai juste remanié pour que ce soit dans les bonnes cases. Et après, j'ai tout réimporté. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de recréer et d'aller sur chaque fiche d'un référenceur comme CIODM pour pouvoir importer à chaque fois. Et en plus, après, devoir rechanger encore le truc. Parce que de toute façon, j'avais plein de champs encore à devoir changer. Donc, j'ai fait ce choix-là. En plus, si on compare avec le docteur Petit, on voit que moi, je crée qu'une seule fois, en fait, dans un seul logiciel, si j'ai bien compris son schéma tout à l'heure, alors qu'elle peut avoir plusieurs endroits. Donc, il faut que ces IODM puissent faire le lien, alors que bah, nous, finalement, c'est une fois qu'on a créé, l'information est la même à chaque étape. Donc oui, mon nom vernaculaire, si on veut, c'est pour dire c'est moi qui l'ai choisi, ça me permet d'être cohérent, d'avoir ce petit schéma de tout à l'heure ici, avec par exemple tous les ananova en fait en premier, et puis après on définit si c'est une tige ou autre, et puis on retrouve la taille, le code LPP s'il y en a un, et la référence à chaque fois. Donc pour tout ça, ça permet sur nos feuilles de commande, y compris pour le bloc, d'avoir les informations toujours au même endroit et de ne pas se tromper, de regrouper assez facilement toute une gamme. J'ai trouvé ça intéressant. En orthopédie, quand il y a plein de lignes, ça permet d'aller plus vite. Au niveau d'ITRAS, donc c'est ce que je disais, il faut une référence unique et obligatoire. Et donc, on s'est retrouvé à avoir deux distributeurs pour une même référence parce que c'était le même fabricant. Donc des fois même le numéro de l'eau, mais bon, ça, à la limite, ça bloquait déjà à l'étape d'avant, c'est-à-dire reconnaître quelle référence et quel fournisseur c'était. ITRAS n'est pas capable de le faire quand il y a enfin, si c'est la même référence, il ne peut pas savoir de quel fournisseur ça vient. Donc, ben, il a fallu faire le ménage aussi là-dessus, c'est-à-dire supprimer un distributeur, puisque c'était la même chose. On n'a pas changé de prothèse, on a juste éliminé un distributeur et concentré nos consommations sur l'autre pour avoir un seul fournisseur pour une seule référence. Au passage, la fiche multifournisseur, elle est bien acceptée. Enfin, c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien avec ITRAS, donc ça, c'est précieux. Ça permet de concentrer mes consommations. Alors, c'est moins vrai sur le DMI, on est d'accord, mais moi, j'avais une réflexion qui était plus large avec médicaments et DM aussi. Et donc, ben, une fiche multifournisseur, voilà, c'est une seule fiche article, mais plusieurs références. Et ça fonctionne bien aussi avec ITRAS.
Même chose sur les multi-marchés. Donc pareil, c'est pas vraiment adapté au DMI, mais au passage, c'est quand même très pratique. Quand moi, je m'en sers, par exemple, s'il y a une rupture sur une référence de DM, je crée un marché temporaire, en gros, sur une période, la période de la rupture, avec la référence de l'alternative qu'on m'a fournie et Itrace la reconnaît. Et en termes de consommation, ben, j'aurais pas de disparité. Je ne devrais pas me rappeler, ah oui, là, il y a une rupture, donc on a baissé notre consommation. Non, en fait, la consommation, elle sera toujours la même, enfin, selon l'activité, mais il n'y aura pas d'écart à combler par un peu de mémoire pour se rappeler qu'il y a eu une rupture, quoi, et qu'on a utilisé une autre fiche article. Donc là, ce sera toujours la même fiche. Donc ça, c'est plutôt très bien aussi avec Itrace. Et enfin, sur Sigems, la problématique, enfin, comme je disais, j'ai créé d'abord sur Excel et puis j'ai importé. Et là, on dépendait complètement de Sigems et on a vu ce que ça a pu donner. C'est-à-dire que c'est chez Berger Lovro, le module stock de Sigems, il est maîtrisé par une seule personne. Et donc, on dépend complètement de lui. Et donc là, ben, en termes de délai ou en termes de compréhension, de coopération. Vraiment, on dépend d'une seule personne, donc il n'y a pas de relais possible. Il faut en avoir conscience en termes de déploiement du projet. Nous, on a eu un petit écueil là-dessus. Alors, si on refait un point sur ce que nous disait Mélanie, notamment au début, en introduction, pour répondre à différentes étapes, voilà, au niveau de l'arrêté DMI, en fait, on répond à peu près à tout désormais. L'IUD, il est à toutes les étapes, sauf après au niveau du stock, mais on va bientôt le résoudre. Par contre, c'est pas le support d'identification, contrairement à ce que j'ai vu avec le docteur Petit. Donc est-ce que ça pourrait nous être reproché? En tout cas, l'information, elle suit systématiquement. Donc, je pense que quand même, on peut difficilement faire mieux. Le paramètre indication, là, par contre, c'était pas prioritaire pour moi, vu notre activité. On n'a pas, par exemple, tout ce qui est cardiologie, interventionnelle, les choses comme ça. Donc, bon, c'était pas prioritaire en tout cas pour moi. Donc, on n'a pas géré ce côté-là. Par contre, au niveau de l'IRV thérapeutique, oui, on peut le mettre sur Sigems, comme je vous l'ai dit, médicaments DM, DMI, donc là, on est bon. La dotation aussi, comme je vous l'ai dit, pour les dépôts permanents, en tout cas, évidemment, parce que pour les prêts, il n'y a pas d'intérêt, enfin, il n'y a pas de stock, donc pas de dotation. Et puis pour les DMI en achat. Euh, En termes d'analyse de référencement, donc par rapport à la CM, attendez, non, oui, oui, la CMA aussi, mais déjà l'analyse nous, comme on a une activité assez simple et qu'on est de petite taille, enfin, voilà, ça dépend surtout du coût. On voit ça directement avec le chirurgien concerné, hein, globalement. On n'a pas de pôle, on n'a pas de trucs comme ça, donc de toute façon, c'est vraiment du face à face, c'est très direct. Donc on a eu le cas, on a fait plusieurs études, plusieurs analyses comme ça sur les sutures, aussi sur les ménisques quand ça a été déremboursé pour choisir le meilleur référencement. Et au niveau CME, comme pour la validation, ben, c'est plutôt a posteriori la plupart du temps, hein, quand il n'y a pas un énorme enjeu ou que c'est uniquement avec un praticien, en gros, on le voit ensemble et puis on l'entérine après en Comédims, histoire d'avoir une trace quand même officielle. Et si par contre il y a un gros enjeu, par exemple euh, quand on s'est équipé du robot Rosa, ben là ça a été discuté aussi en CME, en Comedians, pardon, mais en, en amont du choix, quoi. Alors, si on rentre dans le détail de l'organisation, par spécialité, en fait, comme on fait énormément de cataractes, on a beaucoup de lentilles intraoculaires, donc plus de 4 600 par an désormais, et encore on augmente encore. Sur notre circuit, donc ça fonctionne très bien avec les LIO standards et premium non toriques. Par contre, sur les toriques, on a une problématique parce qu'il y a énorme, enfin, c'est du prêt déjà. Sauf que c'est du prêt, enfin, c'est compliqué quand même à gérer parce que c'est vraiment un flux permanent étendu. Donc on a du mal encore à- à anticiper, enfin à être en amont, c'est-à-dire on crée à la pause quand même, comme pour un prêt en orthopédie. Et donc en plus, on ne crée pas forcément très précisément, c'est-à-dire que il faudrait pouvoir créer sur tous enfin, ouais, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, on fait on crée une fiche article qui est un peu générique et qui va regrouper tous les cylindres, parce que sinon on s'en sort pas en termes de nombre de références à créer. Euh, En tout cas actuellement, on y réfléchit parce que c'est quand même pas hyper satisfaisant intellectuellement.
On a le projet de s'adosser à Ascali aussi pour gérer les prêts, en tout cas en ortho. Et si on veut le faire pour l'ophtalmo, on sera obligé de créer chaque article vraiment précisément et en amont. Et donc, de toute façon, il faudra y passer. Mais pour l'instant, j'avoue que je fais un peu l'économie du nombre de fiches articles à créer. Et puis, en plus, ça me facilite mes études de consommation puisqu'elles sont déjà regroupées. Enfin, les cylindres, c'est un peu comme la taille des vis tout à l'heure. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le nombre d'implants toriques de telle gamme qui m'intéresse, et par chirurgien. Donc, et ce sera aussi gommé après quand on aura le module BI, là, le business intelligent de ITRAS, qui nous permettra finalement de faire des requêtes et de les regrouper tout de suite. Donc, euh, la problématique que j'ai actuellement, elle sera moins vraie vraiment quand on aura BI et quand on aura Ascali. Donc, Ascali sera même plus possible, et BI de toute façon gommera le souci de regroupement. Donc, finalement, euh, c'est euh, c'est notre organisation actuelle, mais ça va évoluer. Je te laisse la Oui. parole. Et donc là, j'ai un point spécifique sur l'ostosynthèse restérilisable. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas vraiment il y a pas d'obligation de traçabilité sur cette partie-là. Néanmoins, il nous semblait important de pouvoir tracer pour la dépose de ce matériel. Effectivement, quand je recommande régulièrement du matériel suite à des demandes de chirurgiens pour des ablations de matériel qui ont été faites dans d'autres établissements, et je me retrouve souvent envoyé sur la pharmacie de cet établissement-là pour avoir les références. Euh, de temps en temps, on me renvoie vers le chirurgien qui avait poseur, mais parfois il est parti en retraite et on se tourne vers les pharmacies. Et donc, au tout départ, on avait créé un référencement générique, puisque moi, je ne voulais pas avoir des catalogues avec 30, 40, 50 codes barres. Et donc, ce référent générique, c'était par catégorie, par catégorie de prix, de coût, je veux dire, et d'empreinte de vis, par exemple. Par contre, avec le temps, je me suis aperçu que c'était créé assez facilement, hein, mais il y avait un délai, un temps, puisque je devais finalement contacter ITRAS pour créer cette référence générique. Voilà. Et donc, pour être plus rapide, puisque comme on génère beaucoup de prêts ponctuels également en ostéosynthèse, eh ben, je suis revenu sur un référencement qui est celui de ITRAS, qui me permet d'éditer des codes barres tels qu'on voit sur la diapo assez rapidement pour pouvoir justement les donner, les mettre à disposition des infirmiers en salle, puisqu'ils peuvent maintenant badger directement le code barre et ça va générer derrière, quasiment en temps réel, à la fin de l'intervention, la fiche patient et la fiche de recommande si besoin. Mais la plupart du temps, c'est du prêt ponctuel, donc il n'y aura pas de fiche de recommande, mais juste de facturation. Également, on peut avoir un message, et ça c'est aussi un point important, puisqu'on a comme le facteur humain, c'est-à-dire que l'infirmier en salle peut oublier de scanner, il peut oublier un certain nombre de choses. Et donc, on a indexé lorsqu'il scanne l'étiquette de stérilisation de la boîte, de l'ancillaire, un petit message, un pense-bête qui permet aussi à l'infirmier de se rendre compte, oui, qu'il faut badger une rondelle, par exemple, dans ce cas précis ou autre. Donc, ITRA, ça permet de sécuriser quand même cette traçabilité qui est encore une fois surtout utilisée pour la dépose et sécuriser cette étape de dépose d'implant qui est parfois très vite problématique sur le champ opératoire. Concernant les prêts en dehors de l'ophtalmo, donc on en fait quand même plus de 300 par an, donc plus d'un par jour en fait. Donc c'est une grosse charge de travail. C'est pour ça qu'on voudrait essayer d'améliorer avec Ascali. Donc comme je disais, pour l'instant on crée suite à la pause, et puis on a ce mail qui nous alerte, mais qui permet quand même, grâce à iTrace, de faire une traçabilité ininterrompue. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc, comme je disais, on travaille sur cette réception un peu virtuelle, où on pourrait préciser le nom du prêt, la date d'intervention, des choses comme ça, même le numéro de réservation Ascali, ce qui permettrait derrière d'avoir vraiment toutes les informations de ce qu'on a dans l'établissement à un moment T.
Et puis, on peut même avoir un bon de réception donc, qu'on pourrait envoyer au fournisseur ou au pharmacien pour accuser de réception. Donc ça, c'est un peu la suite, mais on est en manque de ressources humaines pour pouvoir le mettre en place. Et puis l'évolution, comme j'évoquais, c'est plutôt côté ITRAS. Ils réfléchissent à pouvoir faire un delta entre ces deux étapes, la réception et puis le retour, qui pourrait même générer finalement la facturation aussi. En tout cas, contrôler cette facturation. Donc ça sécuriserait les prêts en dehors de l'ophtalmo. Sur un prêt qui est, enfin, qu'on doit faire venir, mais pour lequel on a déjà un dépôt en stock. Ça, c'est une problématique quand même assez récurrente puisqu'on est, on a plusieurs chirurgiens, ils ne travaillent pas tous sur les mêmes prothèses, donc on a un effet un peu seuil de mise en dépôt par les laboratoires, hein. On comprend l'investissement que ça peut représenter, et donc des fois on est un peu limite, et puis les médecins aiment bien faire des semaines à thème ou des journées à thème, et donc des fois on a un seul dépôt, un seul exemplaire du dépôt, donc ça ne suffit pas pour gérer le programme, donc on est obligé de faire venir un prêt. Dans ces cas-là, on a mis des choses toutes bêtes en place, un bac de stockage de couleurs différentes. Et puis, avec ITRAS, l'infirmier au bloc peut renseigner que c'est un prêt sur la tablette. On aura aussi le numéro de série qui ne sera pas en stock, donc ça permet quand même d'avoir quelques contrôles comme ça. Le risque résiduel, il est sur des encres, par exemple, qui sont identifiées que par lot et pas par numéro de série. Donc là, comme on le sait, bah, on a une vigilance un peu plus accrue là-dessus. Et puis, il y a une nouvelle mise à jour là, d'ITRAS avec une gestion double des fiches articles. Initialement, ça a été créé pour les prothèses mammaires, par exemple, alors que nous, on faisait quelques années, mais on ne fait plus. Notre chirurgien esthétique est parti en retraite. Mais voilà, on voit bien, l'idée, c'est sur les cas de reconstruction, c'est la même référence que sur les cas d'esthétique. Et du coup, c'est pas le même comportement derrière en termes de facturation. Donc c'était pas bien, enfin, c'était pas géré jusqu'à maintenant puisque c'était la même référence. Et avec ce système-là, c'est faisable. Donc, et c'est applicable au prêt aussi, comme ça, dans ce cas-là, sur un dépôt qui existe déjà. Non, alors, on n'a pas encore testé, mais je sais que ça marche. Quelques écueils qu'on a pu rencontrer, toujours en lien avec le référencement, hein, il y en a eu d'autres, mais globalement, ça a été. Donc, on a pratiquement la semaine, ouais, quelques jours avant le lancement d'ITRAS, en fait, on a eu un nouveau dépôt qui a été référencé. Et donc, bah, ça ne faisait pas partie de tout ce qu'on avait créé. Donc, il a fallu créer au pied levé 200 références en plus du lancement du logiciel. Donc, c'était un peu délicat. Euh, Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, ben, comme il y a des passerelles logicielles, ça implique quand même beaucoup de coordination et d'implication des différents acteurs et notamment des éditeurs. Donc, c'est pas toujours simple, notamment avec Sigems. Et l'écueil qu'on a eu, c'est que en fait, bah, c'était prévu, par exemple, le lundi d'importer tout l'inventaire, parce que là, on avait vraiment refait un inventaire avec les lots, les stocks, tout ça, pour vraiment repartir d'une bonne base avant de commencer les traçabilités avec iTrace. Et en fait, c'était prévu par exemple le lundi et ça a été intégré que le jeudi. Donc forcément, ben, la clinique s'est pas arrêtée pendant les 2 ou 3 jours, là, donc c'était compliqué. On a eu des écarts qu'il a fallu rattraper après. Et en plus, il s'est trompé de base de données, donc c'était pas. Il avait mis sur l'ancienne alors qu'on avait créé la nouvelle. Donc c'était pas efficace. En routine, on a quand même quelques problèmes de code barre ou de QR code qui sont pas lisibles, en tout cas, ou qui codent plusieurs références, et du coup, ça pose problème, notamment chez Alcon, mais c'est vrai sur le DM, pas sur le DMI en vrai. On n'a pas de problème sur le DMI, je pense. Ça marche bien. Mais comme je dis, on est vraiment parti très vite sur élargir DMI et DM et même médicaments à toutes les étapes. Donc on a quand même ces écueils-là. On a eu une bonne adhésion enfin, d'une bonne partie des e-bods, mais on a eu quelques petits soucis quand même parce que du fait qu'on leur ait demandé de tout scanner ce qu'il y avait en salle et qu'avant c'était scanné en pharmacie, certains se sont dit, tiens, mais en fait on est en train de faire le boulot de la pharmacie, alors que c'est bien leur responsabilité. Donc bon, on a un petit peu de problème avec ça. Il faut faire des sensibilisations régulièrement. Donc c'est ce qu'on fait avec Nicolas. On suit les non-conformités, on a un petit palmarès. Donc on essaie d'y aller avec tact, mais fermeté quand même pour qu'ils comprennent bien. Je me souviens du dernier web série où le collègue disait bien
qu'il investissait en fait sur la formation des infirmières et puis en gros c'était pas de bras, pas de chocolat, qui comprennent bien que s'il n'y a pas de traçabilité derrière, il n'y a pas de renouvellement et donc bah, c'était pas possible de faire l'intervention suivante et que le chirurgien allait être furax. Donc on essaie de travailler là-dessus, mais il y a encore quelques têtes un peu têtues. On a eu, donc, comme je disais, une bonne adhésion de la direction au départ, mais après, quand il a fallu déployer le nombre de tablettes un peu plus, parce que finalement le champ était trop restreint au départ, ou rajouter quelques modules, bon, bah là, il faisait un peu la fine bouche, alors que c'est vraiment enfin, pour fonctionner, c'est juste essentiel, quoi. Et puis, bah, finalement, cet outil-là nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'avant, donc on les fait beaucoup mieux, mais ça nous prend aussi plus de temps. Alors que dans la croyance du directeur, on a gagné du temps puisqu'on a informatisé. Alors qu'on était déjà informatisé, donc en vrai, on fait juste mieux ce qu'on faisait avant. C'est plus sûr, c'est plus fiable, mais ça nous prend aussi plus de temps. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on fait maintenant, notamment la réception avec Trace, et ça prend du temps. Donc là, on est un peu en inadéquation de ressources humaines par rapport à l'activité. En conclusion, donc, pour parler encore d'e-trace, mais c'est vraiment un outil formidable pour combler les trous et monter des passerelles entre les différents logiciels pour en tirer vraiment le meilleur du DPI et de SIGEMS notamment. Et vraiment, il fait le lien entre tout ça avec une ergonomie, comme on avait dit, 2.0 à l'époque, parce que c'est vraiment, on passait pas de enfin, Papier. plus de papier, mais c'était pas plus de papier et on travaille sur PC. C'est plus de papier, on travaille sur une sorte de smartphone en salle. Donc ça pose même quelques problèmes. Il y a des patients qui demandent, mais en fait, il est sur son téléphone. Non, non, il est en train de travailler, l'infirmier. Et donc on fait un peu d'éducation aussi par rapport à ça. Mais c'est vraiment en termes de mobilité, c'est impressionnant. On est vraiment très actuel, on va dire, sur la technologie. Puis il y a plein de fonctionnalités étendues. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'était centré sur le référencement, mais il y a vraiment beaucoup de choses. La fiche par exemple, pour parler que de ça, mais puisque ça répond quand même à l'arrêté DMI qui nous intéresse, mais la fiche aide-moi, La traçabilité patient. ouais, la traçabilité patient, elle est générée très vite. Il y a même un format provisoire pour les cas d'ophtalmo notamment où ça va très très vite et le patient sort avant même qu'on ait eu le temps de finir le circuit. Bon, bah ça, c'est des choses qui sont, enfin, voilà, c'est uniforme, il y a toutes les informations, c'est complet, il y a les UD, c'est envoyé, ça peut être imprimé et donné au patient très vite, et puis c'est envoyé sur le DMP pour que le patient ait donné son accord. Donc on a vraiment une fonctionnalité là qui est super. C'est une fiche qui regroupe tous les DMI Ouais, en qu'on a plus, ouais, posés. c'est pas une fiche par laboratoire, c'est une fiche par patient, par intervention. Voilà. Donc, je vous ai expliqué certains choix de ne pas être 100% interopérable aussi. Et donc voilà, pour un petit mot de conclusion, c'est enfin, changer ou s'informatiser, en tout cas changer le système info ou s'informatiser, ça impose de se structurer. Donc c'est des contraintes, mais vraiment ça permet de se structurer. Et notamment au niveau de la base de données. Donc voilà, vous avez vu le travail qu'on a dû faire pour que ça fonctionne maintenant. Voilà, merci de votre attention.